La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce début du mois de décembre, j'ai le plaisir d'accueillir comme première invitée une amie, quelqu'un que j'ai connu depuis, disons, plusieurs années. On était très jeunes, c'est pour ça qu'on se connaît depuis plusieurs années. Quelqu'un qui est dans le domaine de la création, une écrivaine, Danielle Dussault. Bonsoir, Danielle. Bonsoir, Pierre. Et bienvenue. Danielle... il y a des gens qui vont te voir et ils vont dire « Ah, mais je la connais, cette fille-là. Tu faisais quoi, en plus d'écrire? » En fait, j'ai fait plusieurs choses. Oui, mais entre autres. J'ai bien roulé ma bosse, mais en fait, les gens me connaissent parce que j'ai enseigné au cégep de Thetford pendant 25 ans. Je me suis retirée de l'enseignement l'an dernier. Et comme je menais une double vie, c'est-à-dire que j'écrivais et j'enseignais en même temps, mais là, en ce moment, je me consacre pleinement à l'écriture. Et tu enseignais quelle matière? J'enseignais le français. Ah, comme par hasard. La grammaire, la littérature. Je donnais aussi des ateliers d'écriture. Je donne d'ailleurs présentement des ateliers d'écriture à l'Institut du troisième âge. J'ai des participantes extraordinaires. J'ai encore la fibre de l'enseignement aussi. J'ai poursuivi dans cette voie-là aussi. Ah oui, et puis l'Institut du troisième âge ouvre les horizons de beaucoup de gens. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je suis des cours d'espagnol et ça m'ouvre des horizons nouveaux insoupçonnés. Alors, j'imagine que c'est la même chose. J'ai des amis, Marie-Josée Larochelle, qui a montré aux gens comment faire un sourire. Dans un atelier, justement. Alors, il y a de l'anglais, il y a de tout à l'Institut du troisième âge. Donc, toi, tu es là pour donner des ateliers d'écriture. Oui, en ce moment, ce sont des ateliers, en fait, qui peuvent porter sur toutes sortes de sujets, mais les participantes ont expérimenté l'écriture du haïku, de la chanson, et je m'apprête à préparer un atelier sur le carnet de voyage. J'aimerais beaucoup qu'on travaille avec le carnet de voyage. Ah bon? Ben, l'écriture, c'est mon domaine, c'est ma voix aussi. Et puis, je suis contente de venir à l'émission parce que pour parler d'Anderson's Inn, qui est mon nouveau roman, oui. Ça va être... Pour moi, c'est vraiment une belle aventure, ce roman-là. Là, c'est ton bébé, il est tout chaud, là. Il vient de sortir. Il vient de sortir. On est au début de décembre, donc c'est un beau cadeau à faire, oui. Ça, pour Noël. Absolument. Je ne suis pas gênée de le dire parce que il y a un fond d'histoire dans le roman. C'est toujours intéressant de lire des romans qui sont romancés à partir d'éléments d'histoire. Tu me parles de Anderson's Inn. Ça, c'est lequel énième volume, ça? C'est le 10e. C'est ton 10e, ça? J'ai publié bébé. Du roman, j'ai fait de la nouvelle. J'ai commencé surtout par la nouvelle littéraire. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'écriture. J'ai fait aussi un peu de poésie. J'ai déjà écrit aussi des scénarios pour la télé. Mais le roman, ça demande... je dirais que le roman, ça demande beaucoup de souffle parce que vous avez un univers qui est complet avec des personnages et là, il faut vraiment développer l'histoire de ces gens-là autour d'un élément clé. Et dans le cas de Anderson's Inn, l'élément clé, c'est un jeune homme qui vient de sortir de la guerre du Vietnam, qui est sur une île du Maine. Son père lui a confié la charge d'une auberge qui est perdue sur une île du Maine. Et puis, comme il ne veut pas retourner à la guerre du Vietnam, il a décidé de prendre cette auberge-là à sa charge. Et là, il va découvrir dans une des pièces le portrait de sa mère, qui a été fait quelque temps avant que sa mère meure. Et il va découvrir que sa mère a porté toute sa vie une fausse identité. Et là, ça va nous amener vers la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis partie, en fait, de 2 anecdotes pour raconter l'histoire d'Anderson. Bon, bien, justement, là, tu me demandes. Je t'ai pour dire, là, tu me racontes l'histoire du livre, mais d'où ça vient, ça, cette idée de construire une histoire? Comme tu dis, là, ça t'a obligé à faire de la recherche.
parce que tu te colles sur l'histoire Oui. pour romancer un cas précis dans l'histoire. En fait, j'ai eu 2 anecdotes. La première anecdote, ça a paru dans le journal, dans Le Devoir à un moment donné. C'est mon père qui m'avait refilé l'anecdote. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des... il y a une frégate qui est en pleine mer, dans le coin au large du Portugal. Ils ont torpillé un sous-marin allemand qui a sombré. Les Allemands qui étaient dans le sous-marin sont montés à la surface. Ce sont des naufragés. Il y en a qui ne savent pas nager. Et le commandant de la frégate dit « Ne tirez pas ». Et là, il s'est passé quelque chose d'un peu inusité. Ils ont fait monter les Allemands à bord du bateau. Et là, les gens ont fraternisé. Donc, 2 camps adverses, un peu inusités, qui fraternisent alors qu'en temps de guerre, on n'est pas censé... Ça, c'est un fait vécu, là. C'est un fait vécu. Le monsieur en question de l'époque, le commandant de l'époque, s'appelait Stanislas Dery. Et on a raconté cette histoire-là. C'était un fait, une anecdote qui a été rapportée. Et moi, je me suis servi de ça pour tisser toute une histoire. Je me suis servi d'une autre chose aussi. En 2010, il y a eu un recours contre la SNCF, la compagnie ferroviaire française. On accusait la compagnie ferroviaire française d'avoir été remboursée pour des passages, pour transporter des Juifs vers la déportation, vers des camps de déportation. Le recours n'a pas été entendu. Moi, ce que j'ai voulu faire avec ça, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Je peux me servir de ce fait-là pour raconter mon histoire. Et pour revenir au jeune homme qui est à l'auberge, qui a la charge de l'auberge, il découvre un soir dans la pièce le portrait de sa mère. Et là, aux surprises, il apprend que sa mère ne s'est pas toujours appelée, en fait, Marianne Anderson. Elle a une fausse identité. Et on se rend compte que la femme qui a peint sa mère avant de mourir est reliée à cette femme-là. Et elle est reliée à cette femme-là parce qu'elle s'est retrouvée, durant le temps de la guerre, dans un train de la SNCF, en train d'être déportée avec sa mère. Elle a survécu, sa mère est morte, mais elle, la petite fille de cette époque-là, a survécu, elle est devenue une peintre. Et c'est elle qui est allée peindre le portrait de cette femme-là, peu de temps avant qu'elle meure. Alors, toute l'histoire se joue à partir de ces éléments-là. 4 personnages. William, qui est le jeune homme qui prend l'auberge à sa charge. Eva, qui va être la peintre, qui va peindre la mère de William. Mère, oui. Marianne Anderson, qui est la mère. Et Phil Anderson, qui est dans la marine. Et là, je suis allée rechercher mon anecdote des fameux Allemands qu'on avait fait monter à bord à partir de Phil Anderson, qui est un des personnages, qui est le père de William dans Anderson's Inn. Donc, c'est un roman qui va chercher des sources dans l'histoire. D'ailleurs, mon éditeur m'a vraiment fait travailler très, très fort. Oui, ça t'a pris combien? Parce que tu m'as dit, juste avant que l'émission débute, que tu avais écrit ça, le genre de... Je n'appellerais pas ça un marathon, mais en 10 jours, tu as écrit ton livre. Mais ta recherche, tu l'avais fait avant. Tu le possédais en toi. En fait, c'est un concours de circonstances. Je suis allée séjourner sur une île du Maine qui s'appelle Peaks Island, dans une sorte d'auberge qui s'appelait le Maine 8th Regiment. Et dans cette auberge-là, c'était vraiment une atmosphère très étrange, des grandes salles avec du fait en bois lambrissé. Et je suis partie de cette atmosphère-là pour écrire le roman et je me suis dit, moi, j'ai un défi à relever, je voulais faire quelque chose, c'était d'écrire un roman en 10 jours, mais dans une perspective sportive. Alors, ce que je faisais, c'est que j'allais courir 3 à 4 kilomètres le matin. J'allais écrire. Je repartais, j'allais faire du vélo. J'allais écrire. Je repartais. J'allais traverser le Lacron à la nage. Aller-retour, je revenais écrire. J'ai fait ça en 10 jours. Sauf que c'est sûr que c'était extrêmement intense, tripant, parce que... pour moi, écrire, c'est une énergie. Le fait de bouger physiquement, ça fait appel à...
ça met en branle toutes sortes d'énergies. Ça met en branle une énergie, on devient extrêmement dynamique. On a beaucoup de force. Hein? Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que quand je n'écrivais pas, puis que j'étais dans un mouvement sportif, dans un mouvement physique, là, les personnages venaient me parler. Là, je disais, ah oui, c'est vrai, William, une fois qu'il est rendu à l'auberge, il pourrait découvrir le portrait de sa mère. Et là, mon père, entre-temps, m'avait donné à lire la fameuse anecdote du sous-marin allemand qui avait été coulé au large du Portugal. Et donc, je me suis servi de tous ces éléments-là. Et quand j'avais un questionnement, quand je n'arrivais pas à résoudre un problème, pendant que je faisais un effort physique, la solution me venait. Donc c'est comme tu dis, tes personnages te parlaient. Oui. Te guidaient. Les personnages prenaient forme à ce moment-là, quand je faisais cet effort physique-là. Et tu as relevé ton défi de l'écrire en 10 jours? J'ai relevé mon défi, sauf que le génie, je ne suis pas sûre que ça existe en dehors de la sueur. L'éditeur m'a fait travailler par après. Parce qu'il y avait des concordances de temps, il y avait des concordances de date. Si je voulais parler de ce sous-marin-là qui avait été coulé, ça s'était passé en décembre 1944, il fallait que ce soit corollaire au voyage de la fille qui était allée dans le train, qui avait été déportée. Pour rendre ton histoire vraisemblable. Pour rendre mon histoire vraisemblable. Donc, il m'a fait vraiment beaucoup travailler. C'est qui ton éditeur, en passant? C'est Gaétan Lévesque, éditeur. Okay. Donc, suggestion, vous voulez écrire, n'écrivez pas un roman en 10 jours parce que de toute façon, vous allez avoir 3, 4, 5 mois de travail à refaire pour la révision. Mais tout de même, je suis contente d'avoir fait cette expérience-là parce que pour moi, tout est énergie. Et si on a un défi à relever, je pense qu'il faut le visualiser puis le faire, tout simplement. Daniel, malheureusement, là, le temps de l'émission est écoulé. Il ne reste plus qu'à souhaiter que ce livre-là, bon, il est en vente, là. On est au début de décembre. Oui. Alors, quel beau cadeau qu'on peut se faire ou faire à d'autres qu'on aime. Est-ce que dans la région, il va être disponible? J'imagine que oui. Il est disponible à la librairie L'Écuyer. Moi, j'en ai des exemplaires aussi. Et puis, avec le lancement, on verra ce que ça va donner. Bon. Et on peut bien le dire maintenant, là, tu es la digne fille de quelqu'un qu'on connaît beaucoup dans le domaine des arts qui est impliqué à Thetford, Pierre Dussault, pour ne pas le nommer, parce que s'il y en a qui se cherchaient, là. Ou la fameuse pharmacie Dussault, c'est toujours la même chose, hein, n'est-ce pas? Alors, je te souhaite... Mais je suis aussi la sœur de Vincent Dussault qui va faire le marathon de la muraille de Chine au mois de mai prochain. Bon, c'est pas rien, là. C'est pas rien, ça. Alors, Daniel, je te remercie beaucoup. Et vous, bien, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme premier invité, Daniel Dussault nous a parlé de l'histoire de son 10e volume qui est sorti, là, tout chaud. Et on parlait particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ça avait un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Je fais le lien avec mon deuxième invité, qui est un historien, archiviste, et qui va venir nous parler de la Première Guerre mondiale. Alors, on reste dans le thème. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patrick Hood. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Pierre. À venir jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à la fin novembre, oui. À la Station des Arts. À la Station des Arts, je cherchais le nom, il y avait une exposition qui relatait justement des événements, en tout cas des choses sur la Première Guerre mondiale. Hein? En fait, on soulignait le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Oui, donc on a fait ça du 30 octobre au 30 novembre. C'est une exposition reliant autant de documentation qu'objets. Donc on a essayé de toucher plusieurs facettes, tout en rendant hommage aux soldats de la région qui ont participé à cette guerre-là. Je t'ai présenté comme étant un historien archiviste, mais il faut dire que tu travailles au Centre d'archives de la région de Thetford. Oui. Puis le Centre d'archives, pour ceux qui ne le savent pas, est situé au Cégep. Au Cégep. Dans les locaux du Cégep, effectivement. Et tout près de la bibliothèque maintenant. Ah bien maintenant, c'est dans l'allée centrale. On est dans le hall central. On a pratiquement pignon sur rue, on peut dire. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, c'est beaucoup plus facile d'accès. Oui. Et d'où tu es venu? Parce que je sais que c'est toi qui es à l'origine de l'exposition qui s'est terminée là, il y a quelques jours. D'où t'es venue l'idée
Bon, je sais que tu es historien, tout ça, mais indépendamment de ça, comment se fait-il qu'un jour tu te retrouves là, puis tu as même écrit le Bercail, Oui. ou en tout cas tu as supervisé l'écriture Mais j'ai supervisé. du Bercail. Si les gens ne le connaissent pas, c'est une publication qui émane de la Société de généalogie. Ça a été l'histoire de généalogie. Bon. Et il faut dire, en passant, que la Société de généalogie est située au même endroit que la bibliothèque puis le centre d'archives, parce que l'un ne va pas sans l'autre ou l'autre ne va pas sans l'un. Non, puis dernièrement, justement, on a aménagé dans les mêmes locaux. On reste 2 sociétés distinctes, mais on est dans les mêmes locaux, donc on s'aide mutuellement. Comme vous dites, l'un ne va pas sans l'autre. D'où est venue l'idée de travailler un thème, même si ça fait 100 ans, là? Bien, souvent, on va se dire, la Première Guerre mondiale, est-ce que ça a vraiment touché Thetford Mines? L'idée un peu est partie de ça. On se disait, essentiellement, oui, il y a des gens qui sont partis à la guerre. Et on s'est mis à fouiller un petit peu et on a redécouvert, donc on n'a pas découvert, on a redécouvert un fonds d'archives, qui est le fonds d'archives de M. John Jenkins Penhale. M. Penhale était un ingénieur minier qui est arrivé au Canada dans les années 1880 environ. Lui a vraiment travaillé donc, au développement des méthodes d'usinage de l'amiante, fabrication des moulins de l'amiante. Et il a travaillé dans plusieurs compagnies, mais parallèlement à ça aussi, il était impliqué dans le monde militaire. Et donc, même à partir des années 1895, on le retrouve déjà dans le monde militaire et il va gravir les échelons pour atteindre le grade de lieutenant-colonel en 1914, lorsqu'il est mobilisé en août 1914 pour partir à la Première Guerre mondiale. Et il va partir de lieutenant-colonel de la première division d'approvisionnement. Donc, c'est lui qui va gérer tout ce qui est l'approvisionnement du premier contingent de la première division canadienne à la guerre. Et il va y rester de 1914 jusqu'à 1919. Donc, il va rester pratiquement 1 an supplémentaire en Europe avant de revenir ici oui, parce voyager. qu'on dit la guerre 14-18. 14-18, hein? effectivement. Mais lui, il a étiré le voyage et il va revenir plus tard au Canada. Et qu'est-ce qui contenait son fonds d'archives, là? Tu as l'air à connaître son histoire, là, parce que tu t'en vas, là. Oui. On s'emballe, mais effectivement, son fonds d'archives, en fait, quand je dis une mine de trésors, c'est souvent la portion minière. Parce que, donc, on a séparé le fonds d'archives en 3. La portion minière, la portion militaire et sa portion personnelle. Donc, sa correspondance avec sa famille. Et souvent, le monde le monde minier a été utilisé dans l'histoire ici, donc pour écrire l'histoire minière, comme on est une région de mines. Mais l'aspect militaire a souvent été laissé de côté. Puis je dirais que c'est un peu lourd à lire parce que c'est beaucoup des recueils de duplicata, donc qui ont été faits sur du papier oignon, c'est-à-dire qu'il écrivait une lettre et l'encre passait à travers un papier oignon et il fallait lire ces lettres-là, donc ça devient un peu difficile à consulter. Ça prend des bons yeux. Ça prend de très bons yeux. Donc on va retrouver là, autant sa correspondance que des rapports militaires, même petit scoop, on a 4 rapports militaires de 4 batailles de la Première Guerre mondiale, dont Passchendaele, Amiens, Arras et le Canal du Nord, dont on est, jusqu'à date, les seuls détenteurs au Canada. Ah oui? Oui. Les documents auraient été détruits dans les années 20 parce que les généraux avaient peur qu'on les accuse d'envoyer des hommes en chair à canon. Donc, on aurait demandé à ce que ces rapports-là soient le cachés le plus possible. Et comme M. Penhale avait tout rapporté la documentation chez lui, qu'on lui envoyait à titre de lieutenant-colonel, eh bien, que lorsque les documents ont été retrouvés, tout était dans son fonds d'archives et on a encore ces 4 rapports-là. Je veux juste ouvrir une parenthèse, là. Ce que vous avez eu là, de M. Penhale, là, ça vient juste démontrer toute l'importance que les gens peuvent avoir avec leurs archives personnelles, leurs photos personnelles. Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir ton patron, Stéphane, et Stéphane Amann. Et à un moment donné, on le disait, il y a des gens qui ont une petite réserve, une petite crainte de penser que les gens vont se débarrasser de leurs cochonneries en vous donnant une boîte de photos. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. On en discutait un petit peu avant l'émission. Oui, exactement. C'est que souvent, la photographie en tant que telle, même si on n'identifie pas les gens, le décor à l'arrière, il est pour quelque chose. Si on retourne dans des petits villages, par exemple, si je prends Sacré-Cœur de Marie, si je prends Coleraine, souvent, on va avoir une photo, on ne sait pas c'est qui les cousins, les cousines, les grands-pères et les oncles, mais en arrière, des fois, ce qu'on va voir, c'est le premier bureau de poste, le premier magasin général du village. Donc, les gens se faisaient poser. La mode de l'époque. La mode de l'époque, ou des fois, juste la façon de vivre une scène familiale peut être intéressante, même si on ne sait pas qui est dessus. Ça peut être utilisé dans une exposition, dans une publication. Donc, c'est pas rare qu'on fait affaire avec des musées, justement, qui veulent pas nécessairement une photo de la mine King, mais qui vont vouloir une vie, une scène familiale, une scène de repas,
Mais si on n'a pas de fonds familial pour ça, mais on ne peut pas constituer ce documentaire-là. D'où l'importance de penser qu'au lieu de... Surtout quand nos parents ou nos grands-parents décèdent et qu'on se retrouve avec des boîtes de photos jaunies, puis là, on ne sait plus quoi faire, on a juste à aller vous les donner. Pensez au centre d'archives, c'est là pour ça. En fait, nous, on est là pour non seulement acquérir les photographies ou les documents, mais on va les traiter puis on va les mettre aussi à la disponibilité des gens. Là. Donc, c'est bien beau ramasser ça, mais il faut que ça soit disponible. Oui. Parce que, dans le fond, un centre d'archives, c'est quoi? C'est un endroit qui recueille notre histoire. Protéger notre histoire. Le recueil et la protège, effectivement, c'est ça le but. Puis là, le plus bel exemple, là, on en parle ici avec le bercail. Si tu n'avais pas eu le fonds d'archives de M. Penel, tu n'es pas ici pour m'en parler. Non. Et il n'y a pas eu d'exposition à la Station des Arts. Là, non, puis même la revue en tant que telle, on aurait fait... Peut-être qu'on n'aurait même pas eu l'idée de le faire parce qu'on s'aurait dit c'est trop éparse d'aller chercher des brides d'informations un peu partout. Tandis que là, lui, avec un peu, je dirais, l'ingéniosité qu'il a eu de tout conserver sa documentation, aujourd'hui, on tombe là-dedans puis on peut retracer sa vie. D'ailleurs, j'ai écrit sa biographie dans le bercail. Au début, on parlait d'une demi-page. Je l'ai tiré à 10 pages à cause de sa documentation. Donc maintenant, on sait qui est ce personnage-là. Oui, OK. Puis là, j'ai vu que tu le possèdes assez bien. Oui, quand même, oui. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent là, puis qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Station des Arts jusqu'à la fin novembre et qui seraient intéressés parce que le nom de Penel dans la région, c'est pas un nom inconnu. Non, là. effectivement. C'est un nom qui est relié, nous, qu'on relie beaucoup au domaine minier, au monde minier. Mais toi, tu viens de relier au monde militaire. Oui. Donc, s'il y a des gens qui étaient intéressés à avoir des copies du bercail, j'imagine qu'il vous en reste encore. Ah oui, il en reste encore. Ils ont juste à se présenter au Centre des archives ou encore à la Société de généalogie. Oui, exactement. Où ils peuvent nous appeler numéro 338-85-91, poste 306 pour les archives, poste 321 pour la généalogie. Donc, on peut nous rejoindre comme ça facilement. Mais alors, les gens peuvent appeler au poste 306 ou au poste 231 pour avoir une idée. Mais qu'est-ce qui contient le bercail? Là? Le bercail, en fait, a été... Tu viens de me parler qu'il y avait une dizaine de pages sur sa biographie. Qui est M. Penel. M. Penel. On a fait une liste d'honneur des soldats d'environ 30-35 pages. C'est-à-dire que moi, j'ai retracé, c'est pas exhaustif, mais j'ai retracé environ 200 soldats qui ont participé à la guerre. Oui, mais qui ont 200 été appelés. Soldats de la région? De la région ici. Donc, moi, je parle de la MRC. Là. Je suis parti de Saint-Jacques-de-Lez jusqu'à Wheaton environ, en frais de distance. Et j'ai retracé, encore là, c'est pas exhaustif, mais j'ai fait une petite biographie, la date de naissance, où ce qui s'est enrôlé. Et souvent, on a son métier sur les rôles, sur les fiches d'enrôlement. Donc, on a fait ça avec quelques photographies qu'on a pu retracer. Mais est-ce que c'est tout à partir du fonds d'archives de M. Penel, tout le temps? Non, ça j'ai pris les archives nationales, on a pris les fiches d'enrôlement. À partir du fonds de M. Penel, on a retracé l'histoire du bateau, le SS Mégantic, qui est le bateau qui a en fait traversé le premier contingent canadien en partie, qui était 30 navires. M. Penel était sur le SS Mégantic. D'ailleurs, on a de la documentation qu'il envoie à sa femme durant la traversée. On a aussi à l'intérieur un peu sa correspondance qu'on a étalé un petit peu, voir avec qui il communiquait, ses enfants. Parce que même l'autre côté, il continuait à gérer les mines ici. Donc, il s'occupait du monde militaire, mais il continuait à gérer le domaine minier ici aussi. Il y a des articles aussi qui vont toucher la création de la Croix-Rouge canadienne à Thetford Mines. Donc, on a vu qu'on a une filiale de la Croix-Rouge ici. L'uniforme canadien, qu'est-ce que c'est? J'ai fait des petites chroniques sur la propagande pendant la guerre, comment que ça fonctionnait. On essaie de couvrir un peu largement la guerre, mais avec un aspect régional. Et ça a donné une édition quand même de 84 pages, qui au début était supposée être 28. Ah bon? On dit 28, on va en avoir assez, puis à un moment donné, bon, on va en faire 4 de plus, puis 4 de plus. Puis il faut toujours faire par multiple de 4, effectivement, bien sûr, multiple de 4. Donc, on s'est rendu à 84, et même on a coupé, puisque l'imprimeur m'a dit que ça devenait compliqué de relier et de plier la revue. Il m'a dit, peut-être que tu arrêtes un petit peu à un moment donné. Donc, peut-être une deuxième édition une autre fois, mais on est bien parti. Mais je suis pas surpris, là, mais tu es très enthousiaste, hein? Tu débordes. Tu es historien puis archiviste en même temps. Moi, donc là, tu es comme Obélix, toi. Tu es tombé dedans. Je suis tombé dedans, oui, vraiment. J'ai un historien qui travaille dans un centre d'archives. J'ai comme je dirais, ma matière première à tous les jours. Donc, constamment dans les journaux, dans les photos. Donc, l'histoire, j'y baigne, effectivement. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure. Maintenant, le centre d'archives est
déménagé. Oui, hein? oui. Il a changé de corridor. Réaménagé, je dirais, oui. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes maintenant, là, quand on va au cégep maintenant, autrement dit, la bibliothèque, la Société de généalogie et le Centre des archives, le Centre d'archives, vous faites un tout. On appelle ça un carrefour de l'information. C'est ça. C'est vraiment Ah ben un oui, hein. tout, effectivement. Puis ça communique. Tous les locaux communiquent par l'intérieur directement. Donc, c'est superbe. Là, c'est vraiment une amélioration. Et les gens n'ont pas gêné non seulement d'aller Aucunement. porter Mais des d'aller- choses, mais aussi d'aller consulter sur place. Et Oui, c'est gratuit. Oui, effectivement, c'est Sauf gratuit. peut-être pour faire des choses. Faire des là. reproductions, des copies, Oui. des choses comme ça, il y a des frais. Mais aller consulter sur place, c'est consulter, gratuit. on a les journaux de 1899 à le Courrier Frontenac de la semaine dernière. Donc, on peut les consulter. Vous venez, on vous installe, puis vous consultez ce que vous voulez. Les photos, c'est la même chose. Donc, c'est très accessible. Bien, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.